Et bonjour, bonsoir. Selon l'heure où vous écoutez, vous êtes bien sur le podcast Second Souffle avec Alias, moi-même et Lucas Diléo. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour, bonsoir à Alors, tous. tu as eu des bons retours de la première émission? Ouais, des bons retours, quelques personnes avec qui j'ai échangé qui pourraient être intéressées pour participer. J'avoue que de mon côté aussi, j'ai demandé à quelques personnes qui sont super intéressées. J'ai eu d'excellents retours sur le ton et sur les sujets abordés. Et franchement, ça fait plaisir et j'aimerais que on reste sur ce même ton et même qu'on pousse un peu plus loin. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on va continuer, on va s'améliorer de podcast en podcast. Il y a pas d'écran de fumée. On fait tout en quasi direct, donc ça passe et on verra. Sur l'actu catch ces temps-ci, on a le Royal Rumble qui est ce week-end à 20h, heure française. C'est plutôt cool comme une heure, comme heure. Je crois, ça a jamais été à cette heure-là. Super horaire et super test aussi pour WWE sur Netflix pour les Européens, enfin en tout cas surtout les Français. Je sais pas si on n'était pas le dernier pays à ne pas avoir WWE sur Netflix, parce que bah du coup premier gros événement des Big Four sur un horaire prime time français quoi. Donc ouais, je pense que ça va être un peu révélateur de l'année à venir. Et ouais, pas mal de structures catch qui font un show le 31 et qui diffusent le Royal Rumble juste après leur show. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette configuration? C'est une bonne idée? Ouais, ça peut être une bonne idée, ça peut être un petit moment convivial, un petit moment. Euh, Par contre, ça va être une longue soirée pour les gens. Si les shows terminent déjà entre 22 et 23, tu te retrouves à commencer à mater un Royal Rumble avec tout le monde avec son téléphone à la main qui a déjà été spoilé certainement. Donc c'est Ouais, mais non, mais la plupart, ils font des shows, ils commencent à 17h et et pour se match en caler direct. justement sur Ok, bah tu le vois, Rumble en direct. Ouais. ça je l'ai pas suivi du tout. Ah bah bonne idée, ouais, pourquoi pas. C'est S'ils ont la possibilité de le faire, c'est vraiment comme je te dis, ça peut être un petit moment convivial, sympa à vivre, tu vois. Après, est-ce que je l'aurais Et fait? je Je ne pense sais pas. qu'on Oui. Je pense qu'on aura des belles vidéos après ça sur des réactions de fans en direct et ça va être vraiment cool à voir, de voir les réactions de peut-être des surprises ou des entrées parce que tu auras tout le public en même temps qui va réagir. Chose qu'on voyait un peu à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre notamment, ou dans les bars Ouais, où ils ouais, bien font sûr. des retransmissions en direct. Et là, on l'aura en France avec un public français. Je pense que on va assister à des choses pas mal en termes de réseaux sociaux et vidéos un petit peu de live react. Ah ben et puis ça, c'est un bon indicateur encore une fois de ce que peut être l'année à venir et même le futur de WWE, parce que je dis c'est un des premiers pay-per-view à cet horaire-là, etc. Enfin un des premiers du Big Four. Mais on a eu le cas avec Backlash, on a eu le cas où les événements sont à des horaires corrects pour nous. Et on se rend compte que WWE, de plus, se permet de faire ça. Et là, ils commencent à le faire sur leurs gros événements, les gros des gros, on va dire. Donc, c'est assez. C'est des petits tests et ouais, je pense que ça peut donner le ton. Et en plus, je pense que ça pénalise pas trop les États-Unis parce que bah, c'est le week-end, généralement les gens travaillent pas et c'est plus tôt dans la journée que c'est diffusé, là où en Europe c'est plus tard, voire en plein milieu de la nuit. Donc c'est pénalisant, mais pas trop. Ouais, c'est ça, c'est à voir ce que ça peut donner chez eux. Encore une fois, c'est aussi un peu j'allais dire le bonheur, l'avantage des plateformes de diffusion parce que quand avant tu devais payer ton pay-per-view du coup et pour le regarder en direct, etc. Là, tu passes sur une plateforme où, allez, même si tu le loupes et que on va dire, tu travailles jusqu'à, je ne sais pas, genre 17-18 heures le samedi, aux États-Unis, je veux dire, et ben, c'est pas grave, tu vois, tu peux le regarder en décalé et à des horaires convenables. Donc, c'est vrai que pour le coup, c'est limite, enfin, c'est gagnant-gagnant, peut-être pas, mais en tout cas, là, c'est pas pénalisant, comme tu dis, ouais. Ça montre l'intérêt que a la WWE pour l'Europe et pour d'autres continents que le continent américain, parce que au final, on a des shows qui sont diffusés à des bonnes heures et en parallèle, je sais pas si tu as remarqué la lumière qu'il y a sur l'Europe et les catcheurs européens. Nous, on a Ricky Sosa qui a eu un buzz incroyable. Je sais pas si tu as suivi avec l'entrée Bang Bang Sosa Sosa qui est reprise la musique de 40 000 Gang qui a été diffusée partout. Booba qui retweet des reacts
de streamers américains, des Fightful, etc., qui font des articles sur Sosa, des interviews. Comment toi tu vois le truc à ton niveau? Est-ce que c'est un buzz volontaire ou c'est complètement sorti de nulle part? Ouais, vraiment, je pense que c'est sorti de nulle part. Et alors pour le coup, euh, Ricky Sosa, pour ceux qui connaissent pas, mais maintenant tout le monde le connaît, même les gens qui ne connaissent pas le catch connaissent Ricky Sosa. Euh, c'est un jeune qui était en train de monter, qui était vraiment sur la bonne, sur la pente ascendante depuis le milieu d'année dernière, je vais dire. Et, euh, et là, les vidéos qui ont tourné de son entrée, je pense que ça va le propulser. En tout cas, ça a forcément mis tous les yeux sur lui. Faudrait voir combien de followers il a gagné sur Insta en l'espace de 1 ou 2 journées. Euh, mais là, un gros buzz qu'il n'a pas contrôlé, qu'il n'a pas mis en place, mais c'est un son qui date d'il y a quoi, 11 12 ans peut-être maintenant, si on réfléchit bien, ouais, 11 ans peut-être le son. Hein. C'est ça, Euh, c'est ça. ouais, donc à aucun moment, je pense qu'il s'est dit, purée, ouais, on va ressortir un son d'il y a une dizaine d'années, ça va cartonner. Donc non, ça a marché. Euh, et ce qui est marrant, c'est que maintenant, bah, tout le monde. Et c'est là aussi où on voit WWE l'importance que ça prend, parce que je pense que tu fais la même chose il y a 10 ans avec le son là, ça va pas buzzer de la même manière. Et même si ça buzz un petit peu, ce sera jamais repris par des gars mainstream comme Booba, etc. Euh, là, il se permet de retweeter le truc, de repartager, etc. Il cite Ricky dans son message. Il parle de WWE. C'est que tout doucement, WWE commence à prendre une autre place dans la sphère médiatique et dans la culture populaire, on va dire. Et en plus de ça, il a des billes dans le son. Je crois que c'est lui qui produisait à l'époque le groupe 40 000 Gang. Euh, Ouais, c'est ça, c'était des produits neufs de I, je crois. Ouais. donc c'est du gagnant-gagnant. Et ça va faire diffuser son son à l'international et peut-être que au niveau des répercussions, il en tirera des bénéfices. Mais en tout cas, c'est même sûr. Et il en parle. À l'heure actuelle, je reprends ta question, 15 000 followers pour Sosa. Je pense qu'il a triplé ou quadruplé. Folie, hein, la folie. Donc maintenant, on attend juste 40 000 gangs invités chez KO pour accompagner Sosa au ring, quoi. Bah, ils se sont séparés. Ils sont plus en groupe maintenant. C'est chacun dans. Ouais, je pense qu'il y a des choses qui peuvent réunir les gens, tu sais. Ça, c'est sûr. Et moi, je suis bien content. Je sais pas ce que tu en penses par rapport au fait que, bah, habituellement, dans dans la culture en général, les buzz, ils profitent jamais au bon. Et pour une fois, je trouve que Sosa, c'est quelqu'un qui mérite ce buzz et qui mérite cette popularité parce que tant athlétiquement que physiquement que techniquement, je trouve que, mais même et même au comportement, j'ai eu la chance de le croiser sur un show. C'est quelqu'un de d'hyper simple, réservé, super gentil, super ouvert. Et tu réunis tout ça et tu te dis putain, pour une fois qu'un buzz ça tombe sur une personne qui mérite, ah c'est cool, c'est cool. Ah, je suis tout à fait d'accord. Tu vois, on a l'habitude de voir des buzz comme ça. Alors, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, mais le premier buzz comme ça que moi j'ai en tête, c'était Grado, euh, l'anglais qui rentrait sur Madonna, je crois à l'époque, Like a Prayer, et qui était un comedy wrestler, qui était un petit peu, qui était pas talentueux, mais disons que ça lui a ouvert plein de portes que d'autres auraient pu choper. Après, tu as eu toutes les gimmicks Blue Cane et tout ça, où tu vois que le gars n'est pas athlétique, n'est pas sportif, il a juste, voilà quoi. Et là, comme tu dis, bah, pour une fois, ça réussit à un mec qui, pour moi, aurait percé, quoi qu'il arrive, mais qui là lui permet peut-être de gagner quelques années pour être vu beaucoup plus vite et intéresser les grosses structures beaucoup plus vite. Et ouais, c'est une très bonne chose. Comme tu dis, c'est un jeune. La première fois que je l'ai rencontré, je me suis dit, purée, ouais, le mec, il est trop bien élevé. C'est un gentil gars. Tu vois qu'il est intelligent. Tu vois qu'il est bien éduqué. Tu vois que c'est un gars qui travaille. Tu sais que c'est pas un. Tu vois, là, je pense que depuis qu'il y a eu le buzz dans sa tête, ça doit être, moi, il faut que je fasse plus maintenant. Il faut que tu vois, maintenant que tout le monde me regarde, je dois faire plus. Et je trouve qu'il a ce genre de mentalité, qu'il a ce genre d'humilité, tu vois, et ça a l'air d'être le genre de jeune qui,
s'il accomplit un truc, il va se dire allez, maintenant, prochain objectif, il faut avancer, quoi. Donc c'est vraiment très bien que ça arrive à quelqu'un comme lui. Ouais. Et bah c'est à chaque fois un hasard qui tombe super bien. Ça tombe en même temps que la tournée européenne de la WWE, le Royal Rumble qui est aux heures européennes, que la signature d'Elio Le Fleur, de Mike Deruder. Ah, c'est les planètes s'alignent pour le catch. J'ai l'impression que Netflix, pareil en France, euh, j'ai l'impression que les planètes s'alignent. Ouais, puis c'est les planètes s'alignent, et puis je pense que, un peu comme ce qu'on disait la dernière fois, il y a ce truc où euh, ça s'aligne, mais tu regardes les gens qui ont été repérés. Tu disais Elio Le Fleur, Mike, là on va parler de Sosa parce qu'il y a eu le buzz autour. Euh, Bah, les trois, ont un des trucs en commun qu'ils ont, c'est que tu vois que les trois, c'est des bosseurs, tu vois. Et donc ça s'aligne, il y a plus de visibilité sur le catch, mais au final, ceux qui sortent du lot, c'est les gens qui travaillent, quoi. Donc, c'est que ce qu'on disait nous à l'époque, quand c'était pas mainstream du tout, euh, c'est valable aujourd'hui, même si ça fait moins violent de le dire parce qu'il y a plus de place, parce que si, parce que ça. Mais au final, ceux qui sortent du lot et qui sont vus, ça reste les gens qui travaillent, les gens qui font les efforts nécessaires. Donc, c'est bien parce que les portes peuvent s'ouvrir, mais c'est bien que ceux qui passent ces portes soient ces gens-là, en fait, parce que j'aime bien me dire que pour les plus jeunes, aujourd'hui, les exemples, ça peut être Elio, ça peut être Mike, ça peut être Sosa, Amal, qui cartonne au Japon. Euh, Tu vois, tous ces gens qui ont fait les efforts, qui continuent de les faire, qui, quand tu les regardes, bah, ils ressemblent à de réels catcheurs, tu vois. Sosa, tu vois que il peut prendre facilement 5 kilos de muscle, il aura l'air d'une méga star, tu vois. Il bouge bien, donc voilà, tu vois, c'est parfait, ça. Et tu penses que ça peut influencer le catch en France? Parce que est-ce que selon toi, le mérite, le travail paye, ok, mais pour le worldwide, pour l'international, mais est-ce que c'est le cas en France? Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir des opportunités en France, donc après, il y a opportunité et opportunité, hein, parce qu'ils vont copiner avec les gens, parce que si, parce que ça. Mais encore une fois, à la fin, il y a le public qui va décider, et à la fin, ben, il y a la sélection naturelle. Et oui, tu as des gars qui peuvent faire 10, 15, 20 ans de carrière, entre guillemets, parce que est-ce qu'on peut appeler ça des carrières, mais sans réellement accomplir quoi que ce soit. Juste, ils vont être là et voilà, ils vont faire du catch pendant 20 ans. Et tu as les gens qui feront les efforts nécessaires et qui finalement, bah, eux, ils vont avoir les opportunités en plus. Ils vont briller un peu plus loin, ils vont faire un peu plus que les autres, ils vont peut-être vivre de ça. Et la différence, elle se fera là. Tu vois, c'est comme dans toute activité, tu pourras pas empêcher un mec de faire du théâtre dans le coin, tu vois. Mais ça veut pas dire qu'il va avoir un Molière. Et à la WWE, est-ce que ça marche comme ça, par exemple? On parle de la WWE parce que c'est la plus grosse structure. Est-ce que le mérite, on peut parler d'avant et de maintenant, est-ce que le mérite ou le travail, le talent, c'est toujours quelque chose qui paye? Je vois par exemple les carrières comme John Cena, comme AJ Styles, ou tu peux m'en citer d'autres, mais qui n'ont pas eu la bonne fin. On voit que la gestion de la retraite de John Cena n'a pas été à la hauteur des espérances de tout le monde. On voit que AJ Styles a 90% de chances de prendre sa retraite au Royal Rumble en Arabie Saoudite. Peut-être que bah, après il va signer autre part ou quoi, on ne sait pas, mais en tout cas ça sent la sortie. Est-ce que la WWE gère bien les gens qui méritent, les gens qui ont un vrai travail et une vraie carrière actuellement ou pas? Et selon toi, par rapport à ce qui se faisait avant? Alors là, on va juste parler des fins de carrière, parce que pour les entrées de carrière, je pense qu'il y a énormément de gens méritants qui sont à WWE, donc dur à dire quand tu connais pas les gens qui méritent plus que d'autres. Quand tu vois, tu prends les gars d'NXT, c'est tous des super athlètes. Les hommes, les femmes, c'est tous des athlètes hors du commun, quoi. Donc c'est dur à dire qui mérite. Si t'es pas dedans et que tu vois pas les gens, c'est dur de dire celui-là mérite plus qu'un tel. Ou pour la gestion des fins de carrière, par contre, je pense par rapport à l'époque, il y a un truc à prendre en compte, c'est que il y a les attentes des fans d'Internet, et on a cette fâcheuse manie de vouloir écrire les choses. Et si les choses ne finissent pas comme on l'avait imaginé, alors c'est pas bon.
On prend l'exemple de John Cena, par exemple. Je trouve que sa fin de carrière a été bien écrite, pour le coup. C'était une première fois que quelqu'un a annoncé que sa dernière date, ce serait à telle et telle date, etc. Alors, il y a le petit passage Hill où, bon, forcément, c'est un passage à vide, mais en même temps, ça a marché. Il y a eu quelques promos intéressantes, il y a eu quelques trucs intéressants. Il a fini sur... Enfin, moi, je trouve que la fin avec Gunther était très bien. Un peu téléphoné, ils auraient pu faire peut-être un peu plus pendant le match, etc. Mais l'image de fin est très bonne comme ça. Je pense que c'est un peu ce qu'ils voulaient. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit trop derrière le rideau et on va toujours chercher à se dire, ouais, mais ça aurait été mieux peut-être que, tu vois, il y a plein de gens qui vont peut-être se dire, ah, mais ça aurait été mieux si WWE a émis de l'argent pour faire venir Christopher Daniels face à AJ Styles parce qu'il y a une histoire entre les deux et machin et tout. Ouais, mais peut-être pas en fait. Peut-être que le fait d'écrire la fin de carrière d'AJ Styles de cette manière, ça va permettre à Gunther de s'élever sur autre chose et de développer quelque chose d'autre. Est-ce que c'est pas non plus ça tu vois, c'est un peu la fin de Game of Thrones, quoi. Tout le monde a regardé la série, et à la fin, tout le monde dit ah ouais, en fait, c'était nul. Parce que c'était nul, parce que moi, j'aurais plutôt écrit ça comme ça, et moi, j'aurais fait ça comme ça, et moi, j'aurais fait ça comme ça. Pareil pour Stranger Things récemment, tu vois, où tout le monde voit la 5e saison et à la fin se dit non, il faut un épisode en plus parce que moi je l'avais vu comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, il faut qu'ils refassent un épisode. Comme ça, ils auront écrit ce que j'aime bien. Malheureusement, tu peux pas faire ce que tout le monde attend. Et pour l'autre partie de ta question, comparé à avant, en vrai, j'ai beau réfléchir, je vois pas beaucoup de gens qui ont pris leur retraite. Tu vois, j'ai grandi, Ric Flair était vieux, quoi. Il a jamais pris sa retraite réellement. WWE lui avait donné une super sortie avec Shawn Michaels, qui a eu aussi une super sortie pour le coup. Et il a recatché derrière, Ric Flair, et plusieurs fois. Donc, Et Shawn Michaels aussi. et Shawn Il Michaels aurait aussi, jamais dû. il aurait pas dû, c'est vrai. Mais c'est un peu ça, c'est un peu. Est-ce que c'est bien géré, est-ce que c'est mal géré? C'est pour moi, si c'est géré de manière commune, c'est tout. Je veux dire, AJ Styles, si là c'est son dernier match pour WWE ce week-end, il le sait. Et il le sait depuis un moment. Donc c'est qu'il est en accord avec ça, c'est qu'il a décidé que ce serait son dernier match. S'il lui dit tu fais le job pour Gunther, et qu'il l'acceptera certainement parce qu'il trouve que ça fait sens. Euh, Maintenant, le fait que ça se passe en Arabie Saoudite et pas aux États-Unis, moi je reste persuadé que c'est pas le dernier match d'AJ Styles, c'est certainement son dernier chez WWE, mais pas son dernier match. Mais ils lui ont fait un petit cadeau en lui donnant Shinsuke Nakamura la semaine dernière. C'est c'est compliqué quand c'est annoncé. Et le problème, c'est que tu peux plus vraiment faire de fin surprise comme à l'époque parce que maintenant, tout le monde voit ce qui se passe derrière. Et tu le vois, hein, WWE a son produit Unreal qui est, à mon avis, à 85% scripté. Et ils te montrent les coulisses, mais en même temps, ils te montrent un peu ce qu'ils veulent. Mais tu vois trop. Tu vois trop et tu as déjà pas mal de gens qui étaient un peu en mode j'écrirai mieux que Triple H, je veux prendre sa place. Et maintenant, quand on leur montre comment ça se passe, ils sont encore plus genre ah mais moi j'aurais pu faire mieux. Ah mais t'as vu Io Sky, elle a fait un câlin à Triple H. Ah c'est pas bien ça. Moi si j'étais patron, non mais t'es pas patron, t'es assis dans ton canapé et tu fais même pas de sport gros. Donc calme-toi. C'est un peu tout ça où c'est dur à dire si c'est mal géré en vrai. C'est c'est géré, ça fait parler et c'est peut-être ça le but recherché quoi. Et au niveau des surprises, moi je trouve que à l'époque de Vince McMahon, on avait vraiment des vraies surprises, des choses inattendues. Tu vas me dire que il y a les réseaux et Internet qui jouent, mais j'ai l'impression que même dans les choses que la plupart des gens imaginaient ou voulaient, ça ne se passe pas comme ça se passe d'une autre manière. Mais même la manière qui est actuelle, on va dire, ou qui a été décidée, euh, c'est un peu trop téléphoné et on n'a plus de vraies surprises comme avant, des choses inattendues. Ou alors, les surprises deviennent moins surprenantes parce que c'est même plus des surprises. Enfin, je sais pas si je m'explique bien ou si je me fais bien comprendre, mais j'ai l'impression que on n'est plus sur le cul comme à l'époque. Moi, la dernière fois où j'ai été surpris, bon, on va dire c'est SummerSlam 2023 où CM Punk revient parce que c'est vraiment une vraie surprise. Mais sinon,
Il y a plus de fin surprise, de retour surprise, de scénario surprise. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, il y en a plus parce que je pense qu'on a un public très susceptible maintenant. Déjà, comme tu dis, il y a les réseaux qui font que, tu vois, genre, alors je te donne un exemple con. Attends, on va réfléchir. Chris Jericho, son contrat est terminé avec AEW. Il est attendu chez WWE. Tout le monde, enfin, en tout cas, c'est la grosse rumeur. Il pourrait avoir un dernier run chez WWE pour une petite tournée d'adieu. Ok, on a tous l'image. Donc tout le monde dans sa tête s'est dit, Chris Jericho peut entrer au Royal Rumble cette année. Donc il y a deux options. Il entre au Royal Rumble et tout le monde dit, ouais, on le savait. Ouais, on le savait. Il rentre pas et les gens ils vont te dire, il n'y a même pas eu Chris Jericho, quoi. Tu vois, et ce truc, Dans tous les cas, t'es perdant. dans tous les cas, tu râles en fait. Et c'est ça le problème d'Internet, c'est que on nous met sur la table un truc. Tu vois, les gens vont chercher les dirt sheets, etc. C'est pour ça, moi, je lis jamais tout ça parce que ça m'intéresse pas plus. Je vois des news passer, mais je vais pas chercher en fait. Parce que quand tu cherches, tu vois tellement de trucs et tu te dis, ouah, imagine il y a ça, ouais, imagine. Ah, parce qu'à chaque fois, tu lis des dingueries en plus, tu vois, où tu te dis, tu vois, ils ont parlé pendant un moment de quand il y a eu le tournoi pour le match de John Cena. Ouah, il va y avoir Edge, il va faire partie du tournoi. Non, non, je crois qu'il est sous contrat. Ouais, mais non, il y a peut-être moyen qu'ils aient négocié quelque chose pour John Cena. Ça serait trop bien. Ouah, excellent. Edge, il va faire partie du tournoi. Edge ne fait pas partie du tournoi, du coup. Et les gens râlent parce qu'ils te disent derrière, en plus, ouais, ça devait servir à des jeunes. Et il y a quasiment que des vieux ou des gars tu vois, qui nous intéressent pas. Et tu dis, ouais, mais en fait, votre adversaire rêvé, c'était Edge, qui a 48 ans, je crois, 47 ans. Je ne sais plus maintenant. Je crois qu'il a 10 ans de plus que moi. Et tu dis donc, s'il y avait eu Edge, admettons, super moment, super surprise, pour une semaine après dire, ouais, il a pris la place d'un petit jeune, c'est vraiment abusé, c'est bon, on voit déjà c'est quoi la fin, ça va être Edge contre John Cena, inintéressant. Tu vois, donc on est toujours dans ce truc où, ouais, ça va faire la surprise, et derrière, on va râler. Les Hardy Boys, quand ils reviennent, énorme surprise à WrestleMania. Euh, Ils reviennent, 3 mois après leur retour, même pas, ouah, ils ont vieilli, ouah, c'est nul, c'est bon, laissez votre place aux autres. Ah, putain. Donc tu te dis, bah ouais, peu importe la surprise. Là, quelle surprise il pourrait y avoir là? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de surprenant? Moi, les seuls trucs où je me dis, il pourrait y avoir c'est dans les turns, genre qui va se retourner contre qui, etc., etc. Des fois, je trouve que ça tire trop en longueur, pardon, et tu le vois venir, et le moment où ça arrive, t'as pas ce petit kiff, tu vois. La seule fois où ils ont réussi à bien le faire, c'est Sami Zayn et Roman Reigns, tu vois, pour moi. Là maintenant, quand il y a tu vois, le terme de Solo Sikoa sur Paul Heyman, tout ça, tu le voyais venir. Enfin, c'est trop préparé, c'est trop voyant, et je comprends du coup que les gens râlent sur ce genre de choses. Par contre, les retours surprises, j'ai toujours ce truc, tu vois, Matt Cardona. Matt Cardona, tout le monde était en mode, ouais, il faut trop qu'il revienne, moi, ce serait énorme. Il est revenu, tout le monde s'en branle. R-Truth, il se fait virer, tout le monde chiale, il revient, tout le monde râle. On donne un peu, tu vois, genre de la confiture au cochon, et on est trop, encore une fois, dans ces. Ouais, moi, je l'avais imaginé comme ça, moi, j'aurais voulu ça, mais ça n'arrivera jamais. Il faut Ricky Sosa au Rumble, je pense. Ouais, voilà. Alors ça, ce serait une énorme surprise. Ricky Sosa avec 40 000 gangs, tu vois, alors que WWE, ils sont très, très protecteurs niveau droits musicaux et compagnie. Oui, ça serait une super surprise. Et il y aurait un gros buzz et tout le monde, tu vois, tout le monde reprendrait le refrain. Et au final, ouais, Chris Jericho qui est attendu au Rumble. Euh, Moi, ça me fait penser sur ce que je te disais tout à l'heure, c'est que bah il y a la gestion des fins de carrière. On voit aussi que beaucoup ont relevé le fait que ce sont que des personnes de plus de 40, entre 40 et 50 ans qui sont champions. Euh, la gestion des anciens et les fins de carrière, on dirait que la WWE est en train de tracer une ligne pour mettre fin à la carrière. Ça a commencé bah, par John Cena. Il y aura AJ Styles certainement ce week-end. CM Punk qui va pas tarder. Randy Orton, Chris Jericho, Rey Mysterio. Là, on est parti sur une vraie année ou deux de storyline fin de carrière. Et Gunther, si c'est que lui qui est impliqué là-dedans,
Là, il est parti pour 2 ans où il va se régaler. Ah bah bien sûr, ouais. Après, il faut regarder un peu. Là, je pense, faut prendre le souci, non, le sujet d'un point de vue euh, tranche d'âge des fans qui regardent. Au final, les fans qui ont grandi avec ces gens-là, les gens que tu as cités, ils avaient quand John Cena était à la mode, quand il a commencé à cartonner, donc il y a 20-25 ans, les gars-là avaient entre 8 et 16 ans. Aujourd'hui, c'est eux qui ont le pouvoir d'achat, c'est eux qui payent les places, c'est eux qui achètent du merch, c'est eux qui ont peut-être des enfants et qui se disent «Oh, attends, tiens, je vais te montrer un truc, c'était trop cool quand j'étais jeune». Et le fait de revoir John Cena, tu vois, par exemple, d'avoir un an complet où John Cena fait le tour du monde avec WWE, le fait de le faire avec CM Punk, tous ces gens-là, maintenant, aujourd'hui, ils ont entre 30, enfin, on va dire entre 25 et 40 ans pour voir large. Et, euh, et aujourd'hui, bah, c'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui payent, c'est eux qui. Donc, si tu veux les intéresser, tu auras du mal à intéresser un mec. Je prends même mon exemple. J'ai pas encore 40 ans, mais je m'y approche. Euh, je vais pouvoir m'intéresser. Si j'avais quitté le catch complètement, que je regardais pas, je zappe, je tombe sur Braun Breaker. Ok, c'est cool. Tu vois, ce qui va m'accrocher, c'est quand on va me dire ouais, c'est un jeune de la famille Steiner. Ah, ok, ça me dit quelque chose. Je vois Austin Theory, pas les couilles en vrai. Euh, et je peux te faire ça avec une liste très longue. Tu vas avoir des gars qui vont t'intéresser, les Samoans, parce que moi j'ai grandi en voyant les Head Shrinkers et tout ça. Euh, mais tu vois Tamatonga et tu te dis ouais, ok, cool, mais c'est pas ouf non plus et machin. Et tu vois, enfin Tamatonga, Tangaloa, toute la clique. Et mais dès que tu regardes et tu dis putain, CM Punk, quoi, il est encore là. Ah ouais, stylé. Tu vois, Cody Rhodes, moi j'accroche pas tellement, mais tu te dis, je l'ai vu, quand je l'ai vu, il portait son putain de masque et tout ça, il mettait des sacs en craft sur la tête des gens, ouais. Et ah ouais, maintenant c'est leur champion et tout. Ok, ouais, c'est intéressant. Donc tu as ce truc où je pense qu'il y a toute une génération qui a lâché un petit peu. Et là maintenant, ils revoient à la télé les gens avec lesquels ils ont grandi pour certains. Et ils les voient avoir une fin de carrière. C'est comme ça que tu vas les accrocher, tu vois. Euh, Je pense que c'est comme ça qu'ils ont fonctionné à l'époque avec les Hulk Hogan, les Ric Flair, tous ces gens-là, et où tu flirtes un peu avec la nostalgie et tu vois, et t'essayes de pas non plus tomber dans du kitsch parce que sinon c'est triste à voir, quoi. Mais donc ouais, c'est pour moi le pouvoir d'achat a beaucoup à faire dans le fait que tu mêles deux générations de catcheurs, en fait. Et comme ça aussi, tu réunis les familles, tu vois. C'est ce truc-là où tu te dis, bah, on en fait un programme familial. Et pour en faire un programme familial, il faut intéresser le papa, la maman qui ont grandi avec Randy Orton et compagnie. Et intéresser les enfants qui vont découvrir ouais, des Braun Breaker, Austin Theory et Dominique Mysterio qui a entre 20 et 28 ans, tu vois. Et est-ce que t'as pas l'impression que la WWE a changé de stratégie? C'est-à-dire qu'avant, ils te mettaient en avant. On en a parlé la semaine dernière au sujet de Helio Lefleur. Il n'est pas arrivé avec une nouvelle gimmick. Ils l'ont pas introduit comme une nouvelle personne avec une nouvelle tenue. Ils ont gardé sa gimmick de l'indie. Et la WWE, ils procèdent pareil avec NXT. Donc ils te gardent un talent jeune qui viennent de signer pendant 2, 3 ans. Ils le font grandir. Tu le vois évoluer si tu regardes NXT et tu le vois arriver en main roster. Donc tu le vois grandir, tu t'attaches. Et ce qui se faisait pas avant. Il ramenait un talent tout fait et il te le mettait tout de suite over. Qu'est-ce que toi tu penses de ces deux stratégies-là? Bah, on sent que c'est une stratégie beaucoup plus ouverte sur ce que ça peut rapporter. Et on sent aussi que ce qui était dans le temps une opposition, NXT et le main roster, c'est devenu un travail main dans la main entre NXT et le main roster. Ça s'explique facilement, hein. Dans le temps, c'était Triple H qui gérait la structure, enfin, NXT, et Vince McMahon voyait ça d'un œil un peu, se sentait un peu menacé. Tu peux voir hein, tous les premiers calls qu'il y a eu, que ce soit, tu as toujours des exemples, hein, Karrion Kross, tu prends même avant, tu prends comment il s'appelait. L'Ascension, Connor et Victor, tu vois, qui étaient des monstres à NXT et qui sont arrivés main roster et qui sont devenus des clowns. Euh, Tyler Breeze, Fandango, tous ces gars qui marchaient Pete Dunne. bien, Pete Dunne, tous ces gars qui marchaient, au final, quand ils sont passés main roster, ils ont été un peu démolis par Vince McMahon. Keith Lee, tu vois, c'était un peu ce truc
allez, je vais te montrer que tes gars, c'est de la merde. Qu'aujourd'hui, je pense que Shawn Michaels et Triple H fonctionnent main dans la main. Triple H doit être très au fait de ce qui se passe à NXT, je pense. Et clairement, oui, on est dans cette préparation de l'avenir. Et quand tu as des gars qui montent main roster, prends Obafemi, prends n'importe qui, hein, quand ils sont présentés en main roster, ils sont présentés comme des menaces, ou en tout cas des gars frais, des gars talentueux. Parce que je prends Obafemi, mais prends Javon Evans, qui a pas fait une longue carrière NXT du coup, mais qui est tout de suite mis en avant et tout de suite un beau petit spotlight dessus, même s'il fait pas énorme, mais au moins il a ce truc où il est pas tourné en ridicule et il passe pas pour un con et on se dit pas ouais c'est qui d'où il sort, et tu vois il se retrouve dans la continuité de ce qu'il faisait, quoi. Et si on peut faire un parallèle avec le catch français, même si le parallèle est hyper grand, est-ce que au final le catch français devrait s'inspirer de comment fonctionne la WWE, parce qu'on prend pas l'exemple de AEW qui a une autre manière de fonctionner, mais est-ce que le catch français devrait pas s'appuyer sur des talents émergents, sur des nouvelles personnes qui vont faire l'avenir du catch français, plutôt que de s'appuyer sur des anciens, de les mettre champions dans leur structure pendant longtemps et de tourner qu'avec les mêmes anciens qui ont fait leur nom. Et je te dis ça, c'est pas anodin, c'est pas innocent, parce que tu es encore un petit peu dans le catch français. Ouais, ça va dépendre du projet, c'est toujours la même chose. C'est dur à faire une ligne conductrice générale parce que toutes les structures ne fonctionnent pas ensemble. Donc toutes vont avoir leur mode de fonctionnement, toutes vont avoir leurs moyens financiers, toutes vont avoir, est-ce qu'elles ont la possibilité de former des gens ou pas. Il y a aussi ce point-là qui est important. Tu prends une structure comme l'APC qui a un vivier sans fin de jeunes talents ou pas talentueux, mais tu trouveras forcément quelqu'un de talentueux au milieu de 80-100 bonhommes, que si tu n'as que 5 élèves, bah, si c'est pas les 5 bons, bah, c'est pas les 5 bons, hein. APC, si tu en as, ouais, comme je te dis, tu en as j'exagère peut-être, mais entre 40 et 80, et tu te dis, bah, si les 5 premiers, c'est pas les bons, on verra avec les 5 prochains. Si les 5 prochains, c'est pas les bons, on verra avec les 5 prochains. Tu vas bien finir par avoir quelqu'un de talentueux dans le lot, quoi. Et donc, c'est deux manières de fonctionner déjà qui sont totalement différentes. Tu prends après comment tu utilises tes anciens. Est-ce que tu vas mettre le titre sur un ancien juste pour le mettre over et qu'il écrase les jeunes et ci et ça, ou est-ce que tu vas te servir de sa présence pour faire bosser les jeunes avec lui et élever quelqu'un et lui faire prendre le titre pour que ça veuille dire quelque chose? Est-ce que tu vas mettre un ancien champion pour que ton titre prenne un peu de valeur, enfin que l'ancien puisse donner un peu de valeur à ton titre pour derrière mettre un jeune euh, en tête de gondole, quoi. Ou est-ce que tu vas juste mettre quelqu'un champion pour dire ah, je l'ai fait, regardez, il est champion chez moi. Tu vois, c'est deux manières de faire. Pour moi, la meilleure, enfin, il n'y a pas vraiment de meilleure. Je vais pas si tu as des anciens qui sont coopératifs et qui veulent pousser les jeunes, bosse avec, laisse-les bosser avec les jeunes et fais confiance à tes jeunes et à tes anciens qui te disent qu'ils veulent bosser avec les jeunes. Peu importe à l'endroit, enfin, peu importe l'endroit de la carte où tu les mets, quoi. Et, et si t'as que des jeunes, et bah là pour le coup, pour moi un vestiaire ça peut pas fonctionner s'il n'y a pas un vrai leader dans le vestiaire. Mais ouais, pour le coup, si t'as que des jeunes, bah accroche-toi pour que tes jeunes travaillent comme il faut, soient respectueux, soient des bonnes têtes de gondole, encore une fois, pour ta structure. C'est comme je dis, il y aura pas de bonnes choses à faire parce que dans un sens, tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour travailler, quoi. Et derrière ça, t'as quand même des noms qui ressortent, qui s'imposent par leur talent et par leur travail. On peut citer JGU, on peut citer Sosa, Mecha, que tu vois un peu bouqués partout et qui font à peu près l'unanimité sur les structures qui veulent bien les booker, par exemple. Ouais, bien sûr. Après, il y a plein de choses aussi, hein, qui rentrent en compte. Là, les noms que tu me cites, bon, à part Sosa qui est en Belgique, mais ils sont basés à Paris, donc très facile d'accès pour tout le monde. C'est facile d'être booké. Quand tu es à Paris, tu es au centre du truc et soit ça se passe à Paris, soit tu peux facilement bouger, quoi.
Après, effectivement, c'est des gens de talent et des gens qui sont mis en avant et qui assument. Donc c'est bien, faut oser les mettre en avant, mais tu peux pas le faire. Tu vois, tu peux pas faire. On prend l'exemple de JGU là, qui va faire, je crois, main event avec Kuro sur le prochain show APC. APC Révolution, je crois, il n'y a aucune structure française qui avait utilisé ce nom, je crois, pour un de ses shows. Non, jamais, jamais. Mais, mais du coup, là, ils la mettent en main event. Elle a gagné cette confiance, elle a gagné cette opportunité. Enfin, elle la mérite. Mais tu pouvais pas faire ça il y a un an. Genre, quand elle a commencé, tu pouvais pas la mettre sur le main event. Je pense déjà, elle devait certainement pas être prête. Mais il a fallu qu'elle fasse ses dents pour pouvoir se faire cette place et c'est très bien. Pareil pour Vadok. Vadok, champion BZW. Pour moi, c'est criminel qui n'ait pas fait, qui n'ait pas fait plus de main event jusqu'à maintenant. C'est pour moi c'est le catcheur le plus complet en France actuellement. En termes de gestion de gimmick, en termes de gestion de public, en termes de physique, incroyable. Et oui, partout où il va, il devrait être main event. Il devrait pas. En tout cas, les gens devraient lui faire un peu plus confiance. Ça commence tout doucement, mais c'est très bien, quoi. Ouais, Jacob Vadok qui mérite énormément, comme d'autres. D'ailleurs, on pourra les mettre en avant, on pourra les faire participer et eux-mêmes pourront mettre en avant notre podcast sur des prochaines émissions. Tu penses que on va pouvoir en inviter quelques-uns? Ce serait avec plaisir, en tout cas, qu'on les recevrait. Je sais que j'ai déjà échangé avec quelques-uns. J'ai toujours la curiosité de poser certaines questions aux gars et aux filles qui ont soit percé, soit qui commencent tout doucement. C'est aussi ça qui est intéressant. Je pense qu'on peut recevoir des gens qui sont au tout début, comme des gens un peu plus confirmés ou même des plus anciens qu'on ne voit plus. Et je pense que d'ici quelques semaines, ouais, on aura quelques entrevues d'organiser et peut-être même de diffuser. Donc, restez à l'affût. Eh ben, j'ai hâte de voir ça. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Amazon, Spotify, Deezer. Il est aussi sur YouTube. N'hésitez pas à nous faire des retours, des commentaires, à vous abonner, puis à nous écrire sur ce que vous en avez pensé. Yes, prenez soin de vous.